ça fait du bien d'avoir un nouveau meuble pour installer ces jeux parce que c'était le bordel chez nous. Je vous montre ça tantôt de quoi ça a l'air. Puis en plus, ben je vous demande des suggestions pour des vidéos à venir. Fait que restez avec moi, puis on va discuter de ça tantôt. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes faces boursouflées, c'est Vince de l'école du jeu, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans mon coin de Vince du mois de février 2021. J'ai pas beaucoup de jeux joués ce mois-ci, simplement pour la bonne et unique raison que confinement oblige que l'on ne puisse pas jouer avec des gens de façon physique. Puis, ben aussi, avec mon nouveau contrat que j'ai commencé dans le mois de janvier, fin janvier, ben j'ai pas nécessairement eu l'opportunité de pouvoir m'installer devant mon ordinateur et jouer sur Tabletop Simulator comme à l'habitude. Ceci étant dit, j'ai quelques jeux que j'ai joués en physique avec ma douce moitié et mes étudiants. Et non seulement ça, ben je fais quelques parties en différé, donc j'ai rallumé mon compte Board Game Arena, puis j'en profite pour faire des parties de différents jeux là-dessus. Aussi, à la fin de la vidéo, vous aurez l'opportunité de voir quelle vidéo j'ai pu faire pendant le mois de février. Et par la suite, ben, je vais vous parler des vidéos qui sont à venir. Et finalement, ben, je vous montre un petit peu de quoi ça a l'air maintenant, cette petite salle de jeu qu'est la mienne. Puis aussi, ben, je vous demande votre opinion sur un sujet qui est très important, c'est-à-dire quel jeu vais-je couvrir prochainement. Alors, on commence sans plus attendre avec mon premier jeu joué qui est Codex Naturalis. En fait, Codex, j'y avais joué dans le mois de janvier et ce mois-ci, ben, j'ai eu l'opportunité de l'amener à l'école et on a fait quelques parties avec un étudiant spécifique, mais aussi avec une autre étudiante qui a pu jouer quelques tours. Et honnêtement, ce jeu-là se prête super bien au contexte scolaire où est-ce qu'on est capable de pouvoir sortir ce jeu-là pendant une période, par exemple, du midi et de pouvoir jouer notre partie. Puis finalement, bon, de pouvoir rejouer une prochaine et encore et encore. Puis il y a une belle stratégie, somme toute, là, vraiment des belles opportunités qui se créent avec ton tableau personnel, ainsi que les différents bonus que l'on peut avoir d'une partie à une autre. Donc ça permet vraiment de varier les parties. Donc ce n'est pas un jeu que je vais jouer sur une base régulière personnellement, mais pour ces contextes-là, aussi pour des gens qui ne jouent pas régulièrement aux jeux de société, je pense que c'est vraiment un jeu qui a tout à gagner de se faire présenter, non seulement à cause de son esthétique, mais aussi à cause de son petit puzzle qui est super intéressant, autant pour les joueurs un peu plus aguerris que les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver dans le jeu de société, ou encore même les personnes qui ne jouent pas du tout à des jeux. C'est vraiment un jeu qui est super accessible at large. Donc Codex Naturalis, si vous n'avez pas eu l'opportunité de voir ce jeu-là passer, allez jeter un œil si ça vous intéresse, surtout si vous avez des enfants, par exemple, en bas âge, ou des adolescents à la maison, ou encore vous voyez souvent des gens qui ne jouent pas aux jeux de société, puis vous voudriez leur faire découvrir un nouveau type de jeu, une nouvelle manière de voir le jeu, ben Codex Naturalis, allez voir ça. Le deuxième jeu que j'ai envie de vous parler, ça se nomme Dilemma Express, donc en anglais on dit Trial by Trolley. C'est un jeu en fait de party où est-ce que principalement on va avoir une espèce de dilemme moral avec lequel on va devoir faire face. Donc il va y avoir deux équipes et ben, il y a quelqu'un qui contrôle un train. Et ben, la personne va devoir sélectionner une des deux rails vers laquelle se diriger. Sur chacune des rails, il y a des personnages, donc des victimes, ainsi que des personnes qui sont des criminels, des personnes qui sont indésirables dans la vie de tous les jours. Et puis, ben, le but, c'est tout simplement d'argumenter son point de vue. Donc, pourquoi est-ce que la personne devrait sélectionner la rail de l'adversaire et donc ainsi éliminer les personnes qui sont sur la rail d'en haut plutôt que de sélectionner notre côté de rail. Donc c'est un jeu qui est super simple mais qui a vraiment un côté très éducatif, surtout dans le contexte ECR. Donc, je l'ai sorti encore une fois avec mes étudiants. Je les ai séparés en deux équipes et il fallait qu'ils argumentent, donc qu'ils arrivent avec des arguments vraiment, vraiment solides pour être capable de convaincre un élève de la classe qui était le conducteur du train.
Et par la suite, ben, ils avaient en fait, les deux équipes avaient un certain temps de débat où est-ce qu'ils présentaient leurs arguments en faveur de sauver certaines personnes sur leur rail et aussi ben, des raisons pour lesquelles éliminer les personnages sur la rail adverse serait le meilleur des deux mondes. Puis par la suite, ben, le conducteur décidait d'une rail à éliminer et puis ben, il expliquait son pourquoi. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant de voir mes élèves en fait débattre de ces choses-là. Et ça fait aussi en sorte que j'ai été capable d'introduire certaines notions de français, notamment le principe de débat, mais aussi introduire des notions en fait d'éthique et culture religieuse qui est celle du dilemme moral. Donc, en jumelant ces deux choses-là, grâce au jeu Dilemme Express, j'ai pu en fait combiner certains éléments qui sont super importants à apprendre pour les élèves secondaires en français et des éléments qui sont super importants à apprendre aussi en ECR, les jumeler ensemble. Donc, ça me permet en fait, en plus, j'enseigne ECR et français dans ces deux classes-là, ce qui me permet vraiment de jumeler les deux matières puis d'amener cette idée-là un peu plus loin tout en ayant des raisons académiques de le faire. Donc, pour moi, c'est vraiment une belle notion que j'ai pu implanter dans ma classe et je compte le faire aussi avec d'autres jeux de société. Puis là, vient en fait plein d'idées, en fait, notamment par rapport à des jeux comme, par exemple, Télestration, qui pourrait vraiment être très bien utilisé dans un contexte où est-ce qu'on va apprendre différents types de mots aux élèves, comme par exemple avoir un adjectif dans son petit cahier Télestration esquissé chez les Français, ou encore un groupe de noms avec une subordonnée circonstancielle de temps, par exemple. Je vois ça très très loin, très très large, mais c'est quand même une belle manière de pouvoir enseigner à travers le jeu. Et Dilemme Express le fait de façon phénoménale. Puis, ben écoute, ça a l'air quand même d'un jeu très intéressant là, à pouvoir essayer avec des amis à la maison. Je continue avec le prochain jeu, qui est un jeu qu'on vient tout juste de débuter là, à la fin du mois de février, qui se nomme Donjons et Dragons, Waterdeep Dungeon of the Mad Mage, qui est un jeu dans l'univers de Donjons Dragons de Waterdeep. Et c'est en fait un espèce de système Donjons et Dragons coopératif de la part de WizKids. Donc, cette copie-là m'a été donnée par WizKids et donc j'ai voulu commencer en fait ce jeu de campagne puisque Nancy aime beaucoup les jeux de campagne à caractère un peu dungeon crawler. Elle avait beaucoup aimé Gloomhaven, Jaws of the Lion. On voulait commencer Dawn of the Peacemakers, comme on avait expliqué dans notre vidéo de critique post-campagne à Gloomhaven, Jaws of the Lion. Quel jeu à campagne on va commencer? Puis finalement, elle avait plus ou moins apprécié Dawn of the Peacemaker. Donc, on s'est proposé, je me suis dit, ben, je vais aller chercher ce jeu-là pour être capable de pouvoir faire une critique mi-campagne puis une critique post-campagne. Puis, ben, par le fait même, je ne savais même pas que c'était un système coopératif qui avait plusieurs boîtes, en fait. Donc là, ça peut être super intéressant au niveau de la continuité, puis au niveau aussi de réessayer le jeu, le système en tant que tel, dans un autre univers. Donc, c'est vraiment tout à l'honneur de WizKids d'avoir créé ce système-là. En tant que tel, de quoi le système a l'air? Mais c'est un système qui ressemble beaucoup, en fait, il me fait beaucoup penser un peu à Diablo 2, où est-ce que on se lance dans un donjon et là, on va découvrir le donjon, on va rencontrer différents monstres. Ces monstres-là, une fois qu'on les a éliminés, vont nous permettre d'obtenir des trésors. Parfois, ça va être des items très forts et d'autres fois, ça va être seulement de l'argent. Une fois qu'on a conclu ce donjon-là, on va avoir une espèce de mission, entre guillemets, un objectif d'aventure. Par la suite, on retourne dans notre petite ville et on va pouvoir, en fait, soit augmenter le niveau, soit acheter des nouveaux items, soit vendre des nouveaux items, ou encore aller chercher des espèces de pouvoirs spécifiques qu'on va pouvoir utiliser pendant les différentes conquêtes de donjons. Donc, ça fait en sorte que, pour moi, on se lance un peu dans un univers qui est vraiment agréable et surtout qui peut être riche et varié puisque à chaque partie, on va en fait retirer des cartes de chaque deck de base et en ajouter de nouvelles, ce qui fait en sorte que on va se retrouver en fait en fin de campagne avec une espèce de deck avec des monstres vraiment surpuissants.
versus au début que, bon, c'était des petits monstres de rien du tout. Et on voit aussi une espèce de séquence narrative être conséquente avec où est-ce qu'on est rendu dans l'aventure. Et sinon, ben, ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque aventure, chaque scénario peut être joué de façon indépendante. Donc, ça améliore vraiment l'expérience de jeu, là, somme toute. J'ai très hâte de continuer. On est rendu à l'aventure numéro 3. Il y a 13 scénarios au total. Et chose certaine, on va vous faire une critique mi-campagne et post-campagne, puis vous dire ce qu'on pense, en fait, en général, du système de jeu Donjon Dragon coopératif, mais aussi de notre expérience personnelle à 2 joueurs. Donc, j'ai très hâte de vous présenter ça avec Nancy. Puis ça risque d'être intéressant, là, somme toute. Là. Puis ça risque de vous intéresser si vous aimez le type Dungeon Crawler. C'est très streamline, c'est très fluide, là, somme toute. Oui, il y a beaucoup de texte, oui, il y a beaucoup d'éléments à gauche puis à droite à prendre en considération. Mais la prise en charge du système est vraiment bien faite et c'est pas nécessairement super complexe, là, somme toute, ce qui fait en sorte qu'on peut embarquer dans les aventures. Puis nous autres, ben, c'est sûr certain qu'à un certain moment, il y a des scénarios qui nous demandent d'ajouter des tuiles dans notre stack de tuiles et d'en trouver une en particulier qui est en bas complètement de la pile. Moi, ce que j'ai fait en tant que tel jusqu'à maintenant, j'ai retiré quelques tuiles simplement pour accélérer les parties, simplement pas parce que ça ne me tente pas, juste parce que circonstanciellement, on ne peut pas s'asseoir nécessairement pendant 2 heures de temps. Donc, ça accélère vraiment la partie. Peut-être au détriment là, de rendre la partie peut-être plus facile, entre guillemets, mais encore là, c'est plus une espèce de difficulté que je considère artificielle, où est-ce que, bon, on fait juste rajouter des tuiles, puis ben, le plus de tuiles qu'il y a, le plus long le chemin est pour se rendre à l'endroit, donc le plus de monstres qu'on va rencontrer, donc le plus de points de dommage qu'on risque d'avoir. Donc, c'est ça. Donc, il y a vraiment une espèce de balancier là, par rapport à ça. Mais nous, ça ne nous dérange pas vraiment là, de faire ce compromis-là, puisqu'on veut vraiment explorer le jeu pour son potentiel, en fait, le potentiel de celui-ci, non pas pour essayer de se briser en deux là, devant un scénario, puis devoir le refaire, puis que ça nous prenne un autre 2 heures de plus. Malheureusement, notre contexte familial ne nous le permet pas pour le moment. Je vais continuer en fait avec Fantasy Realms, qui est un petit jeu qui m'a vraiment jeté à terre. Je pense que c'est mon coup de cœur en fait du mois. Sérieusement, c'est un petit jeu que j'ai découvert, que je m'attendais à rien. Quand j'ai lu les règles, j'ai fait « Ah ouais, c'est aussi simple que ça. Comment est-ce que ça peut être vraiment intéressant? » Et finalement, c'est superbe comme jeu. J'ai envie de vous présenter. Définitivement, c'est dans le mois. C'est en cours là, présentement. Là. Donc, je filme actuellement la critique et la présentation du jeu pour être capable de vous le présenter dans le mois de mars. Fantasy Realms, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, en fait, avec un petit paquet de cartes qui peut jouer de 2 à 6 ou 7 joueurs, où est-ce qu'on va, en fait, avoir une main de 7 cartes au début de la partie. Et pendant notre tour, ben, on a le choix soit qu'on pige une carte et qu'on en met une sur la table qui va être disponible à tout le monde. Ou encore, plutôt que de piger du dessus de la pioche, ben, on en prend une de la défausse commune et on l'échange avec une carte de notre main. À la fin de la partie, en fait, on va cumuler les points qu'on a sur nos différentes cartes. Et le but, ben, c'est d'avoir une espèce de royaume le plus efficace possible, puisque chaque carte va pouvoir s'agencer ensemble. Comme par exemple, une armée pourrait obtenir 5 points supplémentaires pour chaque leader qu'il y a, ou encore une espèce d'hydra, une espèce de gros dragon à 3 têtes, veut être la seule bête à régner dans notre royaume, ce qui fait en sorte qu'il va annuler les bonus et les pouvoirs que chaque bête a. Et il veut être en fait dans un espèce de royaume où il y a principalement une température avec beaucoup d'eau, donc ce qui fait en sorte qu'un déluge va permettre d'avoir plus de points par rapport à ça, sauf que le déluge nous enlève des points avec, par exemple, les armées. Donc, il faut combiner, en fait, toutes ces cartes-là ensemble. Et c'est une grosse salade de points de casse-tête super intéressant qui va vraiment changer d'une partie à une autre. Puis, on essaie d'optimiser le mieux possible. Évidemment, bon, il y a un peu de hasard, mais c'est un jeu qui se joue très rapidement, ce qui fait en sorte qu'on peut en jouer une autre immédiatement. Puis c'est un petit peu addictif, là, même à la limite. Il y a une variante à 2 joueurs qui est vraiment bien faite. Et il y a une variante, en fait,
chaotique qui peut se jouer à 5 ou 6 ou 7 joueurs, je pense, où est-ce qu'on a un sablier plutôt que de piger des cartes. C'est un gros festival d'échanges et de négociations entre les joueurs pendant 7 minutes. Et ça, j'ai vraiment, vraiment hâte d'essayer cette variante-là. Dès qu'on peut se réunir tous ensemble, c'est sûr certain que j'essaye ça. En plus, hey, un jeu qui peut se terminer en dedans de 7 minutes, wow! Ça a l'air vraiment intéressant comme variante. J'ai très, très hâte. Puis aussi, ben, il y a une extension qui s'en vient et j'ai cette extension-là, donc je vais pouvoir vous la présenter de ce fait même. On y va avec le prochain jeu qui est The Great Zimbabwe. Lui aussi, c'est un gros coup de cœur pour moi ce mois-ci. J'avais essayé, en fait, dans le mois de juillet, ma première partie. Et dès que j'ai joué, j'ai voulu obtenir une copie parce que, comme vous voyez là ici, là, je vais vous le montrer, là, mais ça c'est mon coin Splatterspellen. Et donc, pour moi, il manque juste The Great Zimbabwe dans ce coin-là. The Great Zimbabwe, en fait, c'est un jeu de pose de tuiles communautaire où est-ce qu'on va avoir en fait un plateau composé de grosses tuiles. Et bien, les joueurs vont poser en fait des espèces de craftsmen, des artisans sur le plateau. Et ces artisans-là vont pouvoir en fait nous permettre d'améliorer nos monuments que l'on crée en faveur des dieux. On va aussi aller chercher des dieux qui vont nous permettre d'avoir des pouvoirs spéciaux pour la partie et des spécialistes. Mais le tout, ce qui est vraiment, vraiment intéressant du jeu, c'est l'espèce de dualité qu'on a entre aller chercher des super pouvoirs vraiment forts et le fait que chaque fois qu'on va aller chercher un nouvel artisan qui va nous permettre de créer des nouveaux items ou qui va nous permettre d'augmenter nos monuments plus rapidement, ou encore obtenir du bétail. Donc le bétail, c'est un peu la monnaie d'échange dans le jeu. Ou encore si on va chercher un dieu super fort et un spécialiste super fort, ben ça augmente notre seuil de victoire. Donc au début, tous les joueurs doivent obtenir, je pense, c'est 20 points à la fin de la partie. Ils ont 20 points à faire jusqu'à la fin de la partie pour gagner. Et donc, si on ajoute, en fait, on va chercher un dieu, ben ce dieu-là va nous demander d'avoir des points de victoire supplémentaires. Donc, par exemple, un dieu super fort pourrait dire, bon, ben oui, tu as un super pouvoir, mais il va falloir que tu aies 5 points supplémentaires à la fin de la partie. Donc là, tu tombes à un seuil de victoire à 25 points. Un artisan qui est vraiment fort, qui va te donner peut-être 2 points de victoire, mais qui va te demander d'avoir un seuil de victoire de 4 de plus. Donc là, tu tombes à 29. Et là, plus que tu augmentes tes monuments, tu améliores tes monuments, plus que tu vas faire des points. Donc, c'est principalement la manière que l'on va faire des points là, en augmentant nos monuments. On peut le faire aussi avec des artisans, mais ce n'est pas l'idéal, là. Les artisans vont vraiment servir principalement à créer cette espèce d'engouement-là pour des items spécifiques. Et non seulement ça, comme j'ai dit, bon, ben, si un joueur utilise notre artisan, ben, ça nous donne du bétail en fin de round, ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir l'utiliser pour le prochain round. C'est vraiment sauté comme jeu, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est un superbe jeu qui s'est perdu dans les vapes. Ça s'est perdu complètement parce que c'est pas un jeu qui est facile d'accès, premièrement. Donc, c'est quand même assez bien consistant et surtout, c'est opaque comme jeu. Donc, on n'est pas tout le temps certain des impacts que ça a avant d'avoir fait quelques parties puis mieux saisir, en fait, toute la conséquence des différents événements que l'on va créer. Aussi, c'est un jeu qui est difficile à trouver. Difficulté à trouver. Il y a présentement Splatterspellen qui ont annoncé une réimpression. Donc, plusieurs personnes ont sauté sur l'occasion pour aller chercher une copie, puisque les copies qui étaient actuellement disponibles sur le marché se vendaient pratiquement 300 $ canadiens. Donc, j'imagine même pas en Europe s'il y avait des copies disponibles, si elles étaient dispendieuses à ce point-là. Et non seulement ça, ben, le jeu n'est pas traduit, il est seulement en anglais et en allemand. Donc, c'est sûr certain que pour les gens qui ne parlent que français, ben, ça n'améliore pas le sort de ce jeu-là. Mais c'est vraiment, vraiment hot comme expérience. Si ça vous intéresse de l'essayer, ben faites-moi signe, probablement qu'il est disponible sur Tabletop Simulator, donc ça pourrait être super intéressant de se faire une partie. Enfin bref, peut-être aussi quand je vais recevoir ma copie, parce que l'Imaginaire en a commandé. Fait que là, j'ai hâte de recevoir ça. Dès que c'est disponible sur le site de l'Imaginaire, on va faire une publication sur notre page Facebook
pour dire que c'est disponible, mais évidemment, il y a une copie qui m'appartient, donc vole-moi-la pas, s'il te plaît. On continue avec le jeu numéro 6, qui est Mech vs Minions. On a commencé, en fait, la campagne. On aime ça, on apprécie, c'est vraiment le fun. On a fait 2 scénarios jusqu'à maintenant. Ceci étant dit, étant donné que, faut comme, c'est bizarre parce que là, je suis comme pris dans une espèce de priorité où est-ce que je dois prioriser certains jeux qu'on a reçus en commandite, là, avec, par exemple, là, le jeu de campagne qu'ils ont fait, c'est avec WizKids. Donc là, on n'a pas le choix, on joue à ça. Malgré que Dungeon of the Mad Mage m'intéressait beaucoup plus que Mech vs Minions. Et Mech vs Minions, c'est quand même un jeu que je trouve super le fun, mais qu'on va peut-être mettre de côté pour l'instant pour conclure là, la campagne de Dungeon of the Mad Mage. Mais sinon, Mech vs Minions a vraiment de quoi d'intéressant à offrir au niveau de la programmation. Donc, c'est un jeu, en fait, où est-ce qu'on est coopératif, où est-ce qu'on doit tuer le plus de monde possible. Et là, on va avoir des objectifs un peu funky. On a, en fait, cette programmation-là où est-ce qu'on va devoir, sélectionner des cartes et les placer sur notre plateau personnel. Et on va avoir cette espèce de programmation-là. Donc, notre robot va se tourner de 90 degrés, va avancer. Ensuite de ça, va tirer devant lui, va se retourner à 180 degrés et va réavancer. Donc, il faut dealer un peu avec cette espèce de programmation-là qui va être continuellement en état de changement, surtout considérant le fait qu'on doit choisir au moins une carte minimum. À 2 joueurs, ça va être 2 à 3 cartes même par round, ce qui fait en sorte qu'il faut être efficace dans notre petite machine. L'autre chose aussi, peut-être, c'est un petit point que moi, personnellement, ça m'irrite, c'est le fait que c'est un jeu la boîte est énorme, là, vous allez voir là, tantôt quand je vais vous montrer ça, elle est énorme, c'est gros, ça prend beaucoup d'espace aussi sur une table parce qu'il y a beaucoup de petites figurines, des petits mini à placer. Tout le placement, par contre, dans la boîte, là, les solutions de rangement sont superbes, c'est vraiment bien fait. Surtout à l'époque, qu'il n'y avait pas nécessairement, c'était pas aussi populaire, là, les solutions de rangement dans Mech vs Minions. C'est vraiment super. Mais comme je dis, ça prend beaucoup d'espace, ça prend beaucoup de préparation aussi, d'ouvrir les enveloppes, de regarder, de placer le jeu, de regarder quelle tuile va à quel endroit, etc. etc. Donc peut-être que ce côté-là me rebute un petit peu, là, je dirais. Là, tout ce qui est mis en place moi, dans un jeu, ça me titille pas mal. Là. Donc, Mech vs Minions a peut-être ce petit côté-là négatif, mais le jeu est super intéressant là, sur plein d'autres points. Mais je vais vous en parler de plus belle là, à un moment donné quand on va avoir le temps de faire la campagne au complet. Pour l'instant, on est dans Dungeon of the Mad Mage et c'est ça qui compte. Un autre jeu que j'ai joué, et cette fois-ci, c'était principalement sur Board Game Arena. Puerto Rico. Puerto Rico, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Vous allez voir dans mon top 100 que je vais présenter à partir du mois de mars. Donc, Puerto Rico, un jeu fabuleux de sélection, en fait, de tuiles d'action qui vont donner une action générique à tout le monde, mais qui va nous faire bénéficier, nous, quand on sélectionne une tuile en question. J'ai joué, je pense que j'ai quelque chose comme 40 parties sur Board Game Arena de ce jeu-là. Et là, je viens de ressusciter mon compte. Et je suis retombé encore une fois en amour avec Puerto Rico. J'ai tout le temps 2 parties là, en cours, en différé, parce que je trouve que ce jeu-là est génial. Surtout en différé, ça nous permet vraiment de réfléchir, de calculer nos coûts. Donc, on n'est pas nécessairement sous la pression de devoir faire notre tour en très peu de temps. Puis surtout, ça joue bien, là, somme toute, comme je l'explique en différé, parce qu'on est capable vraiment de voir, OK, les adversaires ont quoi? Qu'est-ce qui va avantager tel adversaire? Qu'est-ce qui va le désavantager que je fasse? Qu'est-ce qui va m'avantager moi seulement? Et c'est quoi les conséquences à long terme là, que je choisisse telle ou telle action? Donc, tu as le temps là, de réagir, tu as le temps de regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, super jeu, là, Puerto Rico. Si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous encourage grandement à aller à regarder les règles de ce jeu-là et vraiment de vous approprier, en fait, celui-ci, là, parce que vous allez avoir un jeu vraiment, vraiment consistant, qui a l'air vraiment bien anodin, là, la première partie, la deuxième. Mais à un moment donné, là, après la troisième, quatrième, cinquième, tu commences à saisir toutes les subtilités. Puis vraiment, la beauté de ce jeu-là réside vraiment dans le nombre de parties que l'on va faire. Puis à un moment donné, on commence à voir là, le casse-tête, puis l'espèce d'engin là, commencer à se dérouler devant nous. L'espèce de machine qui commence à rouler, puis que là, on fait « Oh, OK, si je fais telle action, bien, ça va avoir telle conséquence. Si lui fait telle action, bien, moi, ça va me permettre de faire telle chose. Lui, il va clairement faire ça pour s'avantager. Ah, il ne le fait pas finalement, donc moi, qu'est-ce que je peux faire? »
Donc, cette espèce de back and forth, de retour de balle entre les joueurs est superbe. Puis honnêtement, c'est un jeu de 2004 qui, pour moi, n'a jamais été détrôné. 2004, 2002, un jeu des débuts des années 2000 qui n'a pas encore été détrôné pour moi. Ah oui, là, un autre jeu que je suis retombé en amour avec celui-ci. Il s'agit de Seasons. Immédiatement, quand j'ai fait ma première partie, quand j'ai recommencé à jouer à Seasons sur Board Game Arena, j'ai voulu me trouver une copie en français et c'est pas disponible encore pour l'instant. Mais dès que c'est disponible à l'imaginaire, je m'en procure une copie, c'est garanti, puisque ça risque d'être dans les cordes de Nancy. Donc ça, j'ai très très hâte de pouvoir le montrer là, à ma douce moitié. Seasons, qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas? C'est un jeu en fait principalement où est-ce qu'on va organiser en fait une main de 9 cartes au début de la partie en 3 différentes cartes, en 3 différentes mains de 3 cartes. Et on va avoir une espèce de plateau qui va en fait se déplacer d'une saison à l'autre. On roule des dés, on obtient des ressources pour jouer ces cartes-là, mais aussi avoir de l'espace pour les jouer. Et on va faire des points de victoire. Certaines cartes vont être vraiment plus fortes à jouer en début de partie, mais ne vont pas nécessairement nous donner des points de victoire, alors que d'autres vont nous donner beaucoup de points de victoire et on veut peut-être les garder pour la fin, puisque l'adversaire peut venir jouer dans nos points de victoire, là. Donc certaines cartes vont permettre de pouvoir soit aller voler des points ou même faire perdre des points à l'adversaire. Donc, il y a tout le temps cette espèce de dualité-là de est-ce que je veux jouer une carte immédiatement ou je veux attendre à la fin. Aussi, le jeu est super, super tissé serré, ce qui fait en sorte que des fois, on se retrouve devant une espèce de dilemme de OK, j'ai pas le choix de faire une action X, mais pour ce faire, il va falloir que je choisisse une espèce de truc bonus qui va me faire perdre des points en fin de partie, mais j'ai pas le choix, il faut absolument que je le fasse. Donc, des très, très belles décisions. Et bien, certaines parties, on ajoute les extensions qui rajoutent plein de cartes, qui rajoutent aussi le principe de draft. Entre chaque joueur, on va sélectionner une carte, puis etc., etc. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. Un jeu là, que sur Board Game Arena, ça peut jouer en dedans de 20 minutes, qui donne vraiment une espèce de... qui a un rythme vraiment effréné et qui te demande vraiment de prendre des décisions, non pas à la légère, mais vraiment considérer chaque décision dans leur ensemble. Vraiment un bon jeu, là. Seasons, là, j'ai que des belles choses à dire, super positif. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu, là. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est Roger le vagabond qui est là pour que Vincent ne se retrouve pas dans de beaux draps. Contrairement à JP qui a oublié dans son coin neuf, Vincent n'oubliera pas de remercier les Patreons ce mois-ci. Un merci spécial à Martin Saint-Pierre, à Vincent Mesureur, à Martin Dupuis, le créateur du projet Source. On construit un nouvel au-delà, engine building, ressources management mixé avec un aspect narratif. On continue avec Sylvain Roy, Josiane Lauzon, David Favre, Rosalie Gélina, Miguel Piette, Jessica Hébert-Mathieu, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian et finalement Marc Boudreau. Qu'est-ce que la campagne Patreon de l'École du jeu? C'est un endroit où vous pourrez aider financièrement l'École du jeu à améliorer leur qualité vidéo, mais aussi augmenter la qualité de leur contenu ludique. Si cela vous intéresse, vous pouvez donner 1 $, 5 $, 1 million de milliards de dollars et d'aller voir dans la description ci-bas le lien pour cette campagne Patreon. Si vous voulez donner, super, on est heureux. Si vous ne voulez pas donner, super, merci de nous écouter tout de même, de nous donner des avis grâce à vos commentaires et surtout de rendre l'école du jeu vivante grâce à votre visionnement. On apprécie encore et toujours ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup, plein de bisous. J'entends quelqu'un à l'aide. À l'instant, je m'en viens, Sylvain. C'est ce qui conclut donc les jeux que j'ai joués dans le mois de février. Maintenant, en ce qui a trait des vidéos que j'ai produites ou que j'ai participé à l'école du jeu,
Bien, tout d'abord, il y avait mon quoi de neuf, évidemment, du mois de janvier, où est-ce que je vous annonçais qu'on a perdu Winnie et que ça a été très, très, très difficile. D'ailleurs, parlant de ça, ben là, ça va mieux. Honnêtement, on a comme repris un peu, sans vouloir faire de jeu de mots plates, mais on a repris un petit peu du poids de la bête. On continue quand même notre rythme de vie, mais on a vraiment on a quand même des espèces de petits regains là, de deuil par rapport à lui, là, donc qui était très, très, très important. Mais somme toute, là, on le sait que c'était pour le mieux. Et ça nous permet aussi d'un peu plus se concentrer sur notre petite Evelyne. Là. Mais bon, écoutez, ça vous intéresse d'aller voir davantage là-dessus. J'explique un petit peu les circonstances de son décès. Je vous ai présenté aussi le jeu Tellstones, où est-ce que je vous ai parlé des règles, de la critique. C'est un jeu de mémoire, en fait, où est-ce que j'explique grosso modo que le jeu est bien. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, mais que je pense pas qu'il soit fait nécessairement pour tout le monde. Il y a une espèce de part de bluff / push your luck qui est un peu indirect dans le jeu. Il faut vraiment capitaliser sur cet aspect-là du jeu si on veut avoir quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. On vous a aussi présenté notre top 10 des meilleurs jeux de 2020. Alors, Sylvain, JP et moi-même avons participé à cette vidéo-là qui était un petit peu faite par contre en différé. Ce qui veut dire qu'on n'était pas tous ensemble, mais on vous l'a présenté, là, donc puis on s'étale beaucoup. Hein? Elle est longue, cette vidéo, donc si vous voulez l'écouter, pas de problème, mais je vous conseille grandement d'aller voir les timestamps, marqueurs de temps, dans cette vidéo-là. Aussi, on a fait, moi et Nancy, une nouvelle série. On a commencé une nouvelle série qui s'appelle Je t'aime, moi non plus, où on vous présente en fait des jeux que moi j'aime et que Nancy n'aime pas, ou vice-versa. Alors, le premier de la série se trouve à être des jeux que Nancy aime super gros, puis que moi, je ne suis pas tant enchanté par ceux-ci. Vous irez voir si cela vous intéresse. J'ai fait aussi une vidéo sur les campagnes de sociofinancement, donc 5 choses que j'aimerais voir se cesser pendant ces campagnes-là. Donc, il y a vraiment eu un espèce de gros engouement, une grosse participation de votre part. J'en suis énormément reconnaissant. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir répondre à tout le monde puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires et que j'ai été très, très, très préoccupé par différentes choses. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir encore une fois cette vidéo-là, allez-y, pas de problème. Et finalement, je vous ai présenté là, vendredi dernier le jeu Super Fantasy Brawl, qui est un jeu en fait qui nous a été donné à l'école du jeu par Mythic Games et j'en suis vraiment très reconnaissant. C'est un jeu qui pour moi a vraiment eu un très très gros impact. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce jeu-là. Il y a une campagne Kickstarter qui s'en vient pour, dans le fond, présenter des nouveaux personnages. Chose certaine, vous allez voir passer, en fait, une annonce, à tout le moins, pour la campagne Kickstarter. On apprécie, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé, ça a été mon numéro 2 de 2020. Oups, je vous ai fait un spoiler. Oh non! Vraiment, là, un méchant bon jeu que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Là. Alors, j'ai plusieurs vidéos qui s'en viennent. Donc, premièrement, on va faire le numéro 2 de la série Je t'aime, moi non plus. Vous verrez que ça a été fait dans mon ancien setup, mon ancienne mise en place sans ma Kallax. Donc, c'est ça. Hein? Vous allez voir ça quand ça va sortir. Je vais vous présenter aussi 2 jeux que l'on a reçus de Hilo 307. Donc, merci beaucoup à Hilo et Marc. Donc, Baren Park ainsi que Matcha, qui est un tout petit jeu là, dans une boîte vraiment intéressant. Je vais avoir aussi une critique qui s'en vient de Super Skills Pinball 4K, qui est un jeu que Sylvain a vraiment eu beaucoup de plaisir. Et on va vous présenter en fait un espèce de segment, un concept où est-ce qu'on va faire une critique à 2 de ce jeu-là. Donc Sylvain va pouvoir participer, vous donner son opinion. Puis moi, je vais pouvoir faire de même et aussi avoir une discussion entre nous deux sur ce jeu-là. Sinon, comme je vous ai dit, je veux présenter Fantasy Realms et je vais commencer aussi mon top 100. Donc, je vais vous présenter un peu l'introduction à ce top 100-là et finalement, vous faire la première portion là, du top 100 à 91. Maintenant, je suis super content parce que je vais vous présenter mon nouveau meuble de jeu, ma nouvelle Kallax. Donc, je vais utiliser mon téléphone cellulaire pour le faire. Et là, vous voyez ici, c'est mon ancienne Kallax. J'ai des petits animaux en bas là, pour mettre les petits jeux.
C'est ça, comme vous pouvez voir, c'est encore un petit peu le bordel, là, mais tranquillement, ça s'en vient. Mais de ce côté-là, waouh, c'est tout bien rangé. Je suis super content de ça. Et là, vous remarquerez en fait qu'il y a des jeux en au-dessus en fait de la bibliothèque. Et ceux-ci sont les différents jeux qui doivent venir prochainement sur l'école du jeu. Alors, je vous montre très brièvement là, les différents jeux. Donc ici, Free Market, c'est un jeu de placement d'ouvriers avec un marché où est-ce qu'on va devoir en fait faire des échanges de ressources et se positionner de façon stratégique sur un plateau. On a Witching Hour qui est un jeu de deck building collaboratif Star Trek Frontiers qui est dans le fond une espèce de réimplémentation de Mage Knight sous le thème de Star Trek. On a ici une extension en fait de The Expanse qui provient en fait du jeu The Expanse qui provient d'une télésérie. On a Pax Porfiana qui est un jeu vraiment le fun dans la série des Pax, un peu à la manière de Pax Pamir. Roule à pic qui est un petit jeu qui a gagné en fait le Kennerspiel, je crois, l'année dernière. Premier Contact qui est un jeu de communication à plusieurs joueurs. On a le jeu à 2 joueurs 13 jours qui est un genre de Twilight Struggle très rapide et efficace. On a Oriflamme aussi qui a gagné l'As d'or, je crois, l'année dernière. L'extension de l'île au trésor Captain Silver que je vais vous présenter bientôt. Alchimiste aussi que JP avait présenté là, il y a très longtemps sur la chaîne. Donc refaire une présentation de ce jeu-là qui est vraiment unique en son genre et qui est hyper intéressant. On continue avec d'autres petits jeux en fait ici. Donc on a Michael le Strogoff qui se trouve à être un jeu vraiment weird en fait de course basé sur le livre de Jules Verne. Game of Thrones, Oathbreaker qui est un jeu de party. Malheureusement, ça va être difficile de le sortir présentement, mais je peux quand même faire une petite présentation. Anomaly qui est un jeu de Thomas Dagenet l'Espérance qui est un One vs All que j'ai bien hâte d'essayer. À la conquête des catacombes qui est dans la série de Catacombes qui ça c'est un jeu en fait de pichenotte, un jeu de dextérité. Time Chase, un jeu de levée où est-ce qu'on peut revenir en arrière et faire gagner ou perdre un certain joueur. On a l'extension ici de Fantasy Realms qui s'en vient très bientôt. Donc ça, pas besoin de vous demander si vous voulez la voir. Elle va être sur la chaîne dans le mois d'avril. Shikoku, qui est un jeu en fait de cartes que j'ai pas trop saisi parce que ça a l'air très weird. Rainbow Knights, un genre de jeu rapide là, en temps réel, où est-ce qu'on va devoir jouer des cartes le plus vite possible. Ici, on a le Tournament at Avalon, qui est un peu la nouvelle version de Tournament at Camelot, que je dois présenter. Mais bref, vraiment un jeu extraordinaire, Tournament at Camelot, qui est juste ici, qui est dans mon top 100. Là, vous allez voir, c'est un jeu de levée vraiment le fun. Stampede, qui est un petit jeu familial, très rapide, très simple, vraiment le fun. Rock Paper Wizard, qui est un jeu en fait, pas en temps réel, mais d'action simultanée, où est-ce que notre but c'est d'aller chercher le plus d'art possible tout en mettant des bâtons dans les roues des autres joueurs, finalement Fantasy Realms que vous voyez ici, que je vais présenter sur la chaîne, comme je vous ai mentionné. Et c'est pas mal ce qui fait le tour là, des jeux que je veux, que vous avez le choix en fait, de sélectionner. Donc, lequel aimeriez-vous voir sur la chaîne prochainement? Faites-moi signe dans les commentaires. Et bien, sinon, c'est ce qui va conclure cette vidéo. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez grandement apprécié. Quels sont les jeux qui vous interpellent le plus dans ceux que j'ai mentionnés? Quels jeux voudriez-vous voir prochainement que je couvre? Et surtout, ben, laissez un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, liker notre page Facebook, la suivre aussi régulièrement pour être capable de voir les différentes annonces que l'on fait. Et sinon, ben, allez nous suivre sur Instagram. On publie différentes photos là-dessus spontanément. Mais sinon, ben, merci encore de nous avoir écoutés. Et sur ce, je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.